Bonjour, je m'appelle Robin. Salut, moi c'est Somi. Bienvenue dans le premier épisode du podcast So Fresh, consacré aujourd'hui à EJM, pionnier du rap français dans les années 80 et 90. Ouais, So Fresh, c'est EJM, on est là, on a choisi. Super mon pote, so cool, so fresh, yeah. En septembre 2018, nous avons réalisé une interview de JM dans laquelle il raconte son parcours dans le rap français, des années 80 à aujourd'hui. On s'en servira pour sortir le documentaire vidéo EJM l'élément dangereux que vous pouvez découvrir sur notre chaîne YouTube So Fresh Hip Hop Show. Originaire de Vitry en région parisienne, EJM nous a reçus à Choisy quelques heures avant l'un de ses concerts. On y parle de sa première apparition sur disque, sur une compilation Reggae Raga, puis de sa participation à Rap Attitude, la première compilation de rap français, ainsi que de la suite de sa carrière en maison disque, puis en indépendant. On trouvait intéressant de partager l'intégralité de cet entretien avec vous. Bonne écoute. Bonjour EJM. Bonjour. Bon alors on est là, on tenait à te rencontrer déjà car pour nous en fait t'es un pilier du fondateur du rap français. T'as inspiré, t'as motivé énormément de rappeurs par la suite. Et nous ce qu'on voulait savoir, c'est donc t'as commencé le rap à la fin des années 80, peut-être avant, mais ça tu vas nous expliquer. À une époque où le rap était une musique quand même très underground par rapport à maintenant en 2018. Selon toi, qu'est-ce qui a changé en 30 ans ? 30 ans, ouais, c'est énorme. En fait, je crois que c'est ce qui a changé, c'est la manière dont l'industrie elle nous a permis de faire des carrières pour certains, d'autres que ça soit maintenant. On a commencé, on était. Allez, vas-y, comme dans le film, 300 maximal. Le mouvement, c'était 300 personnes agglutinées. Maintenant, 300 personnes, c'est des gens qui cliquent, s'ils aiment bien ton délire. Puis rien à voir, donc c'est super, ouais. Je suis content que ça perdure. C'est un autre monde, c'est high-tech maintenant. Nous, en fait, pour résumer, je dirais que moi, j'étais génération télé et que je suis rentré dans génération Internet. Ça n'a plus rien à voir. Là, on est en 3D, 5D, 4 gigas, 6 gigas, des terras. C'est réactif. Mais c'est bien parce que notre milieu, notre histoire, elle a perduré. Tu vois ? Je ne suis pas partie des mecs qui sont là, étaient réfractaires à ce qui se passe. C'est différent. Nous, déjà, on était des ovnis, on était différents pour l'époque. Tu vois ? Et maintenant c'est quoi ? Maintenant c'est encore des ovnis les rappeurs actuels ou ils sont carrément ils ont leur place dans le décor Tout est hip-hop déjà en fait. Alors si tu restes dans ce qui est cadré rap, maintenant le rap il a plus que sa place. T'as plein de mecs qui aujourd'hui ils sont cités victoires de la musique, ils prennent des trucs, des prix dans les publicités, dans les films. T'as plein de rappeurs qui sont acteurs, qui font des carrières et tout. Tu vois ? C'est fou, c'est encore mieux. Je dirais que maintenant c'est suivant les âges. Si t'as une bonne carrière de 10 ans approximatif, t'as 20 piges comme un MHD ou à peu près, tu vois. À 30 ans, le mec il est soit gros producteur ou il a déjà fait au moins 2-3 grosses apparitions dans des films. Ce qui paraît normal. Mais ce qui est exceptionnel déjà par rapport à lui, son histoire et son parcours. T'imagines ? Donc voilà. Et à l'époque justement, tu dis vous étiez 300. Moi je t'ai même entendu dire dans un documentaire que vous disiez vous étiez 20 ou 30 à rapper. Ça tu parlais peut-être je pense des années 80, tu vois, avant que ça explose au début des années 90. Est-ce qu'à l'époque, quand tu faisais ça, tu vas nous en dire plus un peu après, on va revenir en détail là-dessus, mais je pense que tu le faisais parce que c'était avant tout une passion de cette culture, certainement pas que le rap, peut-être d'autres choses, que ce soit la danse, d'autres parties de cette culture hip-hop. Est-ce qu'à l'époque tu t'imaginais que ça allait prendre une telle ampleur quasiment plus de 30 ans après quoi. Tu sais, t'as un truc de Martin Luther King qui dit « I have a dream ».
J'ai eu un rêve de fou, un rêve de gosse. Tu vois, j'ai même écrit un truc qui s'appelle comme ça, rêve de gosse. J'ai eu un rêve de gosse. Je me suis dit, mais si les Américains, ils arrivent à le faire, pourquoi nous, on n'arriverait pas? Et puis le truc, c'est passer tes limites, tu sais jamais où tu vas arriver. C'est quand tu commences à voir que le recul, et qu'on me dit, ah, t'es un pionnier, t'as défriché, c'est grâce à toi. Je fais, ouais, grâce à moi, mais c'est pas ce que j'ai vécu. Moi, j'étais à l'école, j'ai arrêté l'école. Tous mes potes, ça travaillait, les meufs, les ci, les ça. Tu manges. Tu vois, et puis t'es un peu comme un paria. C'est pour ça que j'avais pris, pas le mot paria, mais renégat. Parce que ça reflétait bien ce côté de ce que je vivais, quoi. Gouverne que ce qu'on t'enseigne parfois n'est pas toujours ce que tu retrouveras. Que la dure loi de la vie c'est le chacun pour soi, que tu ne peux te fier qu'à toi. Que la chance là n'arrive que quelquefois, que n'importe qui peut la prendre avant toi. Que la ville est une jungle dont tu peux être la proie, et te faudra garder tout ton sang-froid. Regarde les enfants, que ce qui suit est violent, très agressif et méchant, compte tenu à l'heure actuelle des événements. Ce que je veux dire au mic risque d'être vexant. Le criminel langage sang à ton époque. À pro de but de ne pas se faire fuck. Étant renégat face à tous ceux qui ne m'aiment pas et qui ont décidé sur moi de faire une croix. Je cite à la suite hypocrite, jaloux, c'est ça. Dans toutes les magouilles ne me font ni chaud ni froid. Exigeant, exubérant, intolérant, me faisant souvent perdre mon temps. Bah en fait c'est vrai que, après c'est pour ça que maintenant il y a des histoires de périodes. Dans périodiquement parlant, les années 90, moi 90 c'est mon arrivée et ma première empreinte discographique. Donc c'est vrai que tu vois, comme le livre qu'a écrit Vincent Piollet, Regarde ta jeunesse dans les yeux, il l'explique assez bien. C'est qu'à partir de 89-90, si tu n'as pas signé en maison de disque, si tu n'as pas donc réussi à faire à matérialiser ton art, qu'on aime, qu'on n'aime pas, là, il est juste question de matérialisation et de mettre une pierre à un édifice. Parce qu'on se côtoyait tous, on se connaissait tous. Moi, les gens, ils savent très bien. Moi, je suis parti de... Ici, on est à Choisy, et c'est pas pour rien. Mon premier concert, en 89, moi, je sais que j'ai fait la fête de l'UMA, mon premier gros concert. Tu vois, c'est en 89, avec un collectif de gens qui étaient à Choisy, qui ont monté après le hangar et, tu vois, et le tremplin. Tu vois, c'est un truc un peu parallèle. Et tu as des mecs même qui étaient issus de ce truc qui s'appelait Comic Strip. Il y en a un maintenant qui fait Del Grease. Tu vois, donc ça veut rien dire, ça veut simplement dire qu'il faut que tu t'inscrives dans des mouvements et des collectifs. Je dirais que moi, à mon niveau, je viens de Vitry, donc c'est un autre délire. À Vitry, c'est la débrouille, il faut que tu prouves, il faut que tu trucs. Ils en avaient rien à foutre. Fais l'américain, voilà ce qu'on me disait. Fais l'américain. Donc tu vois, tu pars de ton lieu, donc de ta banlieue. Tu quittes tes racines, tes potes, pour aller te confronter déjà, tu sors de la zone, donc tu arrives à Paris. Paris, où là, tu as tout le monde. C'est là que tu rencontres Assassin, c'est là que tu rencontres NTM, c'est là que tu rencontres Agasonic, c'est là que tu les rencontres tous. Johnny Go et Destroyman, tu fais ah ouais, chaud. C'est la reine, gros. On est prêt. Face à face, il n'y a personne. Si autant que pour l'instant se la donne. On espère que le défi va être relevé. Car depuis tout à l'heure, ils ont cartonné. Alors, qui relève le défi? Tu vois, c'était un vrai bordel. C'est pour ça que moi, je pense que c'est différent parce qu'on a été propulsé dans des milieux qu'on a investis. Ma première vague, c'est ça. On fait partie des gens qui rentrons dans les soirées, dans les maisons de quartier, dans les après-midi dansantes. On casse les couilles dès qu'il y a un micro, il y a un truc, une sono et tout. Ça veut rapper, ça veut faire du ragamuffin, ça veut danser, vas-y.
Là, quand tu parles de ça, tu parles de quelle époque pour qu'on Quatre- resitue? Alors, c'est ça les années 88, tu vois. Alors 84, c'est le début où, c'est vrai, moi j'ai un souvenir, c'est Sydney à Vitry, on a choisi, mais c'est Sydney à Vitry qui vient à Casino. Bonjour les frères et sœurs, quelle joie et quel bonheur de se retrouver comme les vainqueurs. Avec vous, on va tout chanter en chœur. Alors attention, ce soir, avec le PCP et puis moi-même, on va m'attaquer comme jamais. On a besoin de ça. Oh, accroche-toi. Bon, on lui a fait un peu un truc un peu festif, mais c'est pour dire l'engouement. C'est la télé. C'est ce qui nous a amené aussi le hip-hop, mais pas que ça. C'est-à-dire qu'avant tout, on est d'une culture où la musique, la danse, le populaire. Moi, je suis de l'éducation populaire. C'est-à-dire que ça n'existe plus. Aujourd'hui, c'est des mots super compliqués. On parle de vivre ensemble ou d'éducation populaire. Ça voulait simplement dire que moi, j'étais un môme qui allait à l'école publique. Je n'étais pas à l'école privée. Mais à l'école publique, tu avais des professeurs qui avaient des vocations. Tu vois? Donc, tu t'en sortais, ah, tu parles bien pour un noir. Tu comprends? Justement, est-ce que c'est là ta première découverte avec la culture hip-hop? Est-ce que c'est là ta première découverte avec le rap lors de tes différents voyages sur Paris à l'époque? Bah ouais, c'est là. C'est là que tu vois. Je me rappelle, moi, quand on allait à Espace Ornano, les premiers concerts que je commence à faire, t'avais NTM, Assassin. Assassin, je prends les rênes en main. Assassin, je prends les rênes en main. Assassin, je prends les rênes et squat en main. Voilà, eux ils font la sauce. On s'est reparti. Alors, DJ S, envoie la sauce. Mais vous êtes avec qui? On a dit que je reprends le droit. C'est la découverte parce que ils avaient un possi. Tu sais, nous, on appelait ça possi, donc après les journalistes ont appelé ça des gangs. Alors comme moi, je marchais avec plein de potes qui étaient de différents styles. Tu vois, ça écoutait du rap, ça écoutait du funk, ça écoutait du rail, c'était du zouk, ça écoutait de la musique africaine, du punk. Et on est là, on est ensemble, on rigole. Du reggae, tu vois. Donc tu te nourris de tout ça et tu avances avec ça. Donc quand tu arrives dans les soirées où c'est cosmopolite, tu cherches à voir des gens qui ont déjà, tu les repères, les b-boys. Parce que moi, avant tout, je suis pas un rappeur, je suis un homeboy, moi. Je viens de la culture hip-hop, les 5 éléments de base. Donc j'ai cherché avant tout à côtoyer des gens qui étaient dans mon milieu, mais par contre j'aimais sortir. Ça n'a rien à voir avec ce côté, tu vois, la haine te le montre bien. C'est les gens qui sortent de la banlieue et qui arrivent à Paris. Ils veulent s'amuser, mon pote. C'est le bitume, il n'y a rien et tout. C'est bon. Faut qu'on s'amuse, qu'on vive un peu. On soit un peu les copines de classe qui disent ah bon toi, bah, tu vas dans une soirée, tu rencontres une petite bourgeoise et c'est marrant. Ça te fait dans le tac au tac, c'est marrant comment. Ah mais tu parles bien. Mais tu te rappelles de celle qui est à côté de toi et qui habite le coteau. Qui se raconte, toi, vas-y, je suis pas sorti du zoo. Donc après tu rigoles quand tu entends des. Comment c'était avant. Je pense que on a juste été des mômes qui avons eu l'idée de sortir de l'ère de jeu, tu vois, des zones prioritaires. On s'est dit, mais vas-y, on va pas rester là. Et ça, c'est la culture hip-hop qui te donne envie de bouger, qui te donne envie de te balader. Mais concrètement, est-ce que toi, tu te souviens de la première fois que tu t'es pris j'ai envie de dire en pleine gueule, la culture hip-hop? Moi, j'écoutais la radio déjà. Je suis de l'époque qui écoutait Radio 7, tu vois. Donc, je suis allé un jour à Radio 7, il y avait les New Generation, je me rappelle. Et ça m'avait rendu fou. Donc moi je voulais rentrer dans ce monde. Et puis il y avait les radios libres aussi où il y avait
Didi Carbone 14. Donc moi j'écoutais ça, Change the Beat. Je kiffais un peu les sons américains depuis le départ. J'écoutais beaucoup de funk, beaucoup de soul, beaucoup de, tu vois, des Greg Filigans, des trucs comme ça, des albums un peu des Jaspé. Donc c'est pour ça que je suis rentré plus dans la recherche du son et de ceux qui étaient les alchimistes du son et les diffuseurs de ça, les mecs qui faisaient des soirées. Moi je me rappelle, il y avait un pote qui était un pote qui s'appelait Pat, un pote à DJ Fab. Pat Benny, il avait des pattes d'éléphant, gros truc. Il faisait des soirées de ouf, putain l'éphémère des soirées. Ah, je kiffais Pat. Nous, on allait dans les soirées, c'était Marthe Lagache. C'était les premiers b-boys qui me font rentrer en soirée, et qui à Paris, c'est Liam Scott. C'est Scott qui me fait rentrer au. T'avais les soirées Zoupsi, mais t'avais les soirées Sardines. Donc c'était les Black Panthers qui étaient à l'entrée. T'avais tout un microcosme où t'avais les Mice 44, les Coquines et plein d'autres, tu vois. C'est là que tu vois que je commence à découvrir ce milieu. Donc à cette époque-là, tu rappes pas du tout encore. Hein. Je danse, j'essaye de rapper, parce que moi à la base, nous on aimait le hip-hop. Moi j'ai fait partie de Perfect Line, des Atomic Breakers, de différents petits crews. Après le mouvement authentique, c'était des crews de danseurs. Sudibi, c'était un breaker de fou, tu vois. C'est important d'avoir ces bases. Il y avait des taggers avec nous, des breakers, des tout, tu vois. Et donc, quand tu commences à écrire, parce qu'on est dans une période où beaucoup de gens rappent en anglais, quand même, je pense. Moi, je vais te dire un truc. Tu sais quoi, il y en a beaucoup de gens qui me disent ça. Moi, j'ai rappé en anglais. Et c'est un mec qui s'appelait, c'était les frères Sassi, tu vois. Ils rappaient en espagnol. Et j'aimais bien l'anglais, donc on écoutait les trucs. Et il y avait un morceau qui faisait 1, 2, 3, 4, double trouble, don't you anymore, double trouble in the house, don't you know, double trouble, that's turning up. Il me regardait quand même, je me suis dit, putain, tu connais bien et tout. Tu vois, donc j'ai appris comme ça. J'écoutais les disques, si je pouvais les enregistrer sur cassette, et je me les écoutais soit dans ma chambre, et puis bon, comme je faisais trop de bruit, mets ta musique là, sorti là. Tu vois, parce que, tu vois, j'ai quand même on a nos origines. Et les frères Sassi, ils sont de Vitry? Ils sont de Vitry à la base, ils étaient de Capra, parce que moi c'est Capra, la commune, le 25, c'est Vitry Grand Ensemble Ouest. C'est tout un pan. Vitry, c'est une grosse ville, hein, de toute façon. Hein. T'as chaque quartier où on allait, où chacun. Doudou, il était des combattants. Donc tu vois, Sully, il était de la Vanoise. Et ainsi de suite. J'allais à Robespierre, tu vois. C'est d'où sont issus Rof, Ojibi, tu vois. C'est eux qui ont fait Vitry Club. Donc tu sais, il y a Balzac. T'as des coins quand même, frère. Tu vois, Donc tous les gens que tu cites là, ils sont avant toi au niveau du rap, ils sont en place avant toi ou c'est dans la même mouvance, dans la même... Non, c'est dans la même mouvance. Les premiers réellement pour de vrai, c'est GND, Jean-Noël Delblonde, bah ouais, GND. Et t'avais les frères Sassi, ouais c'est vrai, les deux. Et t'avais Lionel. Tu vois. Après t'avais un son âme Marco, Palestrelli, il rappait aussi, tu vois. Et pas mal de poteaux qui ont commencé comme ça, mais c'était. Moi je commence à rapper, ouais c'était un peu. Comme je traînais, on côtoyait la bande, c'est moi qui est le premier qui rappe, ouais. Par rapport à Doudou et Sully, qui monte la mafia underground et Timidé sans complexe. Et c'est quoi, et à quel moment tu rejoins le mouvement authentique? Alors mouvement authentique, je rejoins ça, c'est assez marrant parce qu'en fait je rencontre JMJ,
Jean-Marc Grelec, c'est lui qui produit Dangereux. Je le rencontre au Globo. Donc c'est au Globo, chez Roger Bois de Funk, quand je me confronte à la scène, parce que là c'était un autre truc. Là. Tu vois, Roger Bois de Funk, t'as tout le monde et tout, Dynasty au platine, c'est lourd. T'as Johnny Go et Destroyman qui commencent à rapper. C'est Lionel D qui m'introduit. Je fais le rap attack. Aux États-Unis, en Angleterre, le monde du disque est attaqué d'une drôle de manière par des rigolos aux looks méchants qui ont décidé de nous chanter les 10 commandements. Ils passent leur journée à débiter des textes qui parlent de la vie dans notre société. Pour être des temps modernes, assassins au manoir qui vivent tous en HLM mais non dans les manoirs. Le rap attaque. Avec force et puissance, le rap attaque, oui, et il débarque en France, le rap attaque. Avec force et puissance, le rap attaque, oui, et il débarque en France. J'ai des potes un peu... J'avais des potes de Choisy qui étaient là en plus. Grosieux, tout, les ambassadeurs, l'époque. Waka, tout, Sylvain Los, ils étaient tous là, tu vois. Et ça m'a donné une force aussi. C'est là que je comprends que, tu vois, tu peux essayer de faire un truc. Mais vas-y, j'en avais assez... Faut gratter et puis il faut être lourd. Hein, parce que c'était dur. Est-ce que tu as l'impression qu'à ce moment-là, toi, tu arrives, tu as un flow qui est complètement différent de ce qui se fait? Ben, tu devais avoir un flow complètement différent de ce qui se fait. Ça, c'est pas... ça, c'était la base. C'est-à-dire que tu as des types qui sont en place et quand ils arrivent, ils ont un public et ça crie. Si tu n'es pas différent de ce qu'ils font, t'es pas là. Au Globo, ça achetait des chaises, tu vois, ça sifflait, tu pouvais, t'es pas bon, vas-y, casse-toi de là. T'as tous les mecs de tous les quartiers, hein. T'as pas d'erreur. Parce qu'à cette période-là, les mecs qui sont top, c'est Johnny Go, Destroyman, Les Necks plus ultra. les plus ultra. Est-ce qu'ils ont est-ce qu'on peut dire qu'ils sont Iron et Shoes. Iron Shoes. Est-ce qu'on peut dire à cette époque-là Parce qu'ils sont peu cités, Iron et Shoes, et moi, je sais pas, Iron et Shoes quand même, c'est les mecs qui ont amené un truc assez... Tu vois, je te parlais tout à l'heure de Lion Scott, parce que dans les rencontres, à un moment donné, moi je rappe et tout, donc je fais des petits trucs et il me dit ouais, tu devrais essayer de Ton Style. Et tu vois, donc moi, si je fais Ton Style, c'est quoi et tout. Donc c'est une décomposition de mots. Et c'est le style que faisait plus appuyé K-Solo, qui était dans la bande d'Eric Simon et PMD, tu vois. Alors qu'au départ, moi j'écoutais tout ce qui était Big Daddy Kane, tu vois, Cool J Rap. Bon. Donc là j'écoute ça et tout, je fais ah d'accord. Et je rencontre, et il me parle justement avec Asco, DJ Asco, il me parle justement d'Iron et Iron et Shoes. Fer, dur comme le fer. Le mec, je me retrouve au terrain vague de la Stalingrad et on commence à rapper, je fais waouh. Ah ouais, là faut travailler les techniques parce que c'est un mélange là, faut être assez fort là. Donc t'étais obligé, gros. C'est pas genre t'arrives et puis les mecs ils ont un public, ils ont quelque chose. Paris c'est impressionnant, c'est pas même si on, tu vois, t'as peur de rien, mais vas-y, c'est dur Paris. C'est d'art. Si tu réussis à te faire connaître à Paris, tu sais qu'après c'est un peu diffusé, c'est l'objectif de chacun. Jusqu'à présent. En 88-89, tu sors ton premier morceau. Nous vivons tous. 89. 89. Donc sur une compilation. Tu te souviens du nom de la compilation? Earthquake Sound System, 89, nous vivons tous dans une ère de violence. Comment tu te retrouves là-dessus? Je me retrouve là-dessus parce que je connaissais le producteur qui s'appelait Johnny. Et c'est ces deux frères en fait qui faisaient du son qui avaient un sound system. Et Johnny faisait du son avec, bon pas à son âme, c'est Poupa Leslie, tu vois. Et je le rencontre dans une soirée, avec Doudou d'ailleurs. Parce que le mec, il avait, dans une soirée, je le rencontre et il avait amené son ordinateur. À l'époque, c'était des Pro 24, puis boîte à rythme. Donc il a envoyé en direct avec un sélecteur qui s'appelait
un autre sélecteur et tout qui était là, putain, je perds son blaze, mais je le retrouverai. Il passait sur des petits 12 j'ai depuis 45 tours, du son. Mais donc le mec il passe des rythmes, mais en même temps lui il balance des rythmes. Je fais c'est quoi le type? Et il avait le micro ouvert, et là je vois Poupa et tout. Donc il demande à ceux qui voulaient prendre le micro ouvert. On tchatche et tout, il me dit ah c'est bien et tout, vas-y lâche-moi ton numéro et puis on se reverra, moi je fais des trucs. J'oublie et puis un jour je rencontre un type qui me dit ouais mais on fait un disque là, il te cherche partout pour enregistrer. C'est comme ça que je me retrouve à faire Nous vivons tous, 89 tu vois. Nous vivons tous dans une ère de violence où la police maintenant ne te laisse aucune chance. J'étais tranquillement couché en train de dormir sur un bateau quand les flics sont arrivés criant debout bande de négros. Après avoir vu le jour j'avais des menottes dans le dos. Ils me poussaient et rigolaient me regardant de bas en haut. J'ai dit mais qu'est-ce qui s'est passé? L'un d'entre eux a crié oh puis tu joues trop les Mario, tu finiras dans un cachot. Je disais je ne comprends pas et j'atterris chez les fachos. Arrivé oh commissariat on me traitait déjà de salaud. Oh oh nous vivons tous dans une ère de violence où la police maintenant ne te laisse aucune chance. Nous vivons tous dans une ère de violence où la police maintenant ne te laisse aucune chance. Je venais juste d'arriver, j'avais les flics sur le dos comme si l'un d'entre eux croyait que je faisais partie d'un commando. Est-ce que t'es venu à ça parce que du coup, est-ce qu'il y avait une tradition un peu raga déjà aussi chez les anciens à Vitry? Alors moi c'est vrai que moi je suis fait parce qu'il y a le côté où ouais chez nous on écoute de tout tu vois. Il y a le premier c'est Ghetto Youth Progress, tu vois. On a choisi en plus, tu vois, c'est important de le souligner, tu vois. Ils avaient fait aussi KGB, tu vois. C'était le premier sample. Kessie, Gilles Bartel, tu vois, Old Lion. Et voilà, tu vois, t'avais pas mal de gens moi, des potos qui faisaient du raga, donc. Moi, je fais du raga parce que j'aimais ça, en fait. Je suis un caribéen aussi, tu vois. Donc la découpe, j'aimais bien KRS-One, Shinehead. J'avais rencontré même Jamalski, tu vois. Donc j'aimais bien ce côté tu vois, tu mets un petit redeem dessus, tu casses. Ouais. Donc j'ai fait du raga hip-hop. Après, je pense que c'est vrai, j'ai côtoyé les Tontons David, les Daddy Odd, tu vois, tout plein de gens. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas eu la même chance que moi au départ, parce que le raga, il a été peut-être mis dans un truc de violence apparenté à tout plein de trucs où ils étaient trop dénonciateurs. Tu vois, mais c'était un vrai bon milieu, une putain d'école. Savoir se caler sur des beats, les premiers enregistrements, avoir des thèmes, c'est une vraie école. Ah ouais, big up. Hi-Fi Sound System, Paulino, Youthman Unity. Mais d'ailleurs, dans Rap Attitude, après, tu retrouves Michael Mossman. Il y a Daddy Odd. Il devait y avoir Supa John. Donc c'était ça. C'était l'époque de Mice aussi. Daddy Odd est mon nom, on m'appelle aussi le King. Daddy Odd, le plus élégant de la bande, est guadeloupéen. Il a lâché le look b-boy pour une manière de zouk souk tout à fait smart. Grand admirateur des toasters jamaïcains genre Yellowman, son rock en zonzon swing comme pas permis. 90 Rap Attitude avec Benny Malapa et La Belle Noire. Et 90, dans la même période, je signe avec BMG, donc je veux du cash. 90. 91, c'est État de choc. D'accord. Juste pour revenir un peu sur Rap Attitude, qui va être quand même le disque le plus important, en tout cas du rap français à cette période, qui va lancer énormément de choses. Comment, encore une fois, tu te retrouves dessus et comment se passe tout l'enregistrement, toute la préparation? J'ai un souvenir assez spécial de Rap Attitude parce qu'en fait, c'est Benny vient me voir parce que c'est les mecs du raga. Donc ce sont les Sai Sai et Supa John et Tonton David qui lui parlent de moi. Et lui disent, t'as pas encore vu ce type. Donc il vient me voir et je fais Paris Black Knight. Il me filme parce qu'il faisait Paris Black Knight, ce que je savais pas. Je parle de tout ce que je vois, c'est-à-dire ce qui peut m'arriver, comme ce qui peut arriver à mes potes, comme ce qui peut vous arriver, ce qui peut arriver à n'importe qui, quoi. Les thèmes d'actualité ou
n'importe quoi. Je me centralise pas, quoi. Je suis là, je suis quand même un journaliste des temps modernes, quoi. Je parle de l'actualité. J'étais tranquillement couché en train de dormir sur un bateau quand les flics sont arrivés criant debout, bande de négros. À peine avoir vu le jour, j'avais des menottes dans le dos. Ils me poussaient et rigolaient, me regardant de bas en haut. J'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Et l'un d'entre eux a crié oh, si tu joues trop les marioles, tu finiras dans un cachot. Je disais je ne comprends pas et j'atterris chez les fâcheux arrivés. Oh, commissariat on traitait déjà de salauds. Oh, oh, nous vivons tous dans une ère de violence où la police maintenant ne te laisse aucune chance. Nous vivons tous dans une ère de violence où la police maintenant ne te laisse aucune chance. Je venais juste d'arriver, j'avais les flics sur le dos, comme si l'un d'entre eux croyait que je faisais partie d'un commando. Je leur ai dit il fait très chaud, pourrais-je avoir un verre d'eau? Ils m'ont dit pour qui tu prends ici, t'es pas au resto. L'inspecteur me dit mon pote arrête de jouer les rigolos, car j'étais parachuté, j'ai l'habitude des héros. Je lui ai dit t'as rien compris, je me prends pas pour un héros, car mon nom c'est Edja, mon business c'est les jeux de mots. Oh, oh, nous vivons tous dans une ère de violence. Et après il me propose donc de participer à sa compile. Il me dit voilà. Tu vois, Rapatitude, c'est un plan où j'aurais pu ne pas du tout être. Tu vois. Et j'ai fait Dangereux à l'IRCAM. J'ai un putain de souvenir parce que c'était. C'est une vraie époque d'avoir fait Dangereux avec. On a enregistré dans un vrai studio à l'IRCAM. L'IRCAM, c'est en dessous Beaubourg. C'est quand même. C'est une expérience. Toi, tu t'arrives, nous on était toujours sur Châtelet, Châtelet-Léal, Beaubourg, des fois à danser, à faire la manche, la vérité, tu vois. Pour après manger et tout, tes gauleries, tu vois. Et tu te retrouves à la fin, arrive à Beaubourg, mais rentrer dans des studios où tu dis qu'ils sont en sous-sol à l'IRCAM et t'enregistres Dangereux, avec un objecteur de conscience. Dangereux, élément dit dangereux, inventif, créatif. C'est une belle histoire, tu vois. Je l'ai vécu à fond, je savais pas que ça allait aller aussi loin. Si c'était à refaire, eh ben, j'aimerais toujours être sur des plans comme ça, quoi. Mais moi je voulais juste faire des disques, hein, que ça soit Earthquake, qui est un beau projet pour moi et ça m'a amené une belle histoire, que ça soit toutes les autres compiles que j'ai pu faire. Je suis un type qui aime bien faire des disques et faire de la scène, tu vois. Si on peut venir sur tes textes, à cette période-là, comment tu qualifies tes textes? Est-ce que tu es déjà dans des textes entre guillemets engagés? Bah alors ouais, ok, d'accord. Alors on me parle souvent de ça, de cette évolution. C'est-à-dire que moi au départ, j'écrivais des trucs comme je déchire au micro, je pète le mic, je casse le mic, je te brûle. Ouais c'est bon, tu vois. Donc tu t'as tous les copains, ouais mais bon, hein. Tu as commencé à essayer des. Il n'y a pas de thème. Mais c'est quoi un thème? Mais une histoire. Donc j'ai commencé à raconter des histoires que je voyais et tout. Et ensuite, la première histoire qui a fait corps, c'est Nous vivons tous, tiré de faits réels. Donc c'est vrai qu'après, on m'a collé cette espèce de truc de rap conscient et de militant. Mais étant donné que je voyais des trucs et que les go trips c'était pas que ça pour moi, tu vois, c'était le hip-hop c'est festif, mais aussi le rap c'est un vecteur de communication et un moyen d'exprimer des trucs. Donc vas-y, je l'ai fait, tu vois, les violences policières, les brutalités, le manque d'argent, la jeunesse déployée, tout, la délinquance, tout, la galère, tout ce que tu veux. Bah ouais, j'ai parlé de tout ça, parce qu'on le vit et qu'on le vivait. Cessons toute compromission. Il a besoin d'avoir de compassion envers ces gens qui en fait dans le fond. Nous pousserons toujours vers la prison. Joie rouge, mal black et opère une progression. Fulgurant déchaînant les passions. La haine en toile de fond, les skins frappent sans raison. Et attire peu à peu l'attention comme une malédiction. Interdiction de faire abstraction à la moindre fraction. Pouvant opposer une objection. Combien de temps devrons-nous vivre ceci et être victimes de toutes leurs facéties? Dieu seul sait ce que nous avons subi. Et on sait ce qu'on endure aujourd'hui. 1990, compte à bon lancer. Go! Le fait divers à la une des journaux. J'appelle le N, le E, le G, le R, le O. En 5 lettres négro. Est-ce qu'à ce moment-là aussi, t'es pas influencé par ce qui se fait en Amérique? Par contre, ouais, parce que bien sûr, ce qui se passe aux États-Unis me permet de comprendre techniquement comment essayer de faire notre truc. Mais en parallèle, alors si tu veux chercher le fait d'être nègre en France est une vraie souffrance, I'm a motherfucking niggas. That's the way it is.
c'est la même chose. Tu vois, moi je me dis maintenant c'est mon cousin d'Amérique. Tu vois, c'est the same way, le langage il diffère, mais on est dans les mêmes problématiques. Ici, quand tu sors d'ici, tu as la chance d'aller aux États-Unis, quand tu rencontres des gens qui sont comme toi, donc des niggers, des blacks, ils te font comprendre que you come from all Europe. Tu vois, t'es pas dans le même truc. Donc après tu comprends, c'est quand tu es allé à Los Angeles, j'ai vu ce que c'était que les projects et j'ai compris la même histoire que project ça veut dire banlieue et ghetto. Je suis d'accord, bah vas-y, on va se démerder pour faire nos trucs. De toute façon, il faut forcer, ça va marcher. Si eux ils ont réussi, nous on peut réussir. C'est plus petit, on peut casser la baraque. Est-ce que tu es conscient que c'est vraiment toi qui ramène un peu ce côté revendicateur et fierté noire dans le rap français et dans les banlieues notamment? Parce que moi j'ai des souvenirs, je suis en voiture avec les potes, on part en soirée, les mecs ils s'écoutent Éléments Dangereux, ils l'écoutent comme un morceau de revendication noire et même voire plus loin, ils se mettent même à s'imaginer des trucs, on est les Renois, c'est nous les meilleurs, il y a presque même un côté... Ah ok d'accord, bah, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça dans tout le sens. Moi j'ai jamais caché mon truc et j'ai pas de problème avec ça, le fait d'être nègre en France, tu vois, je l'ai expliqué. C'est-à-dire que c'est peut-être le mot qui est l'attitude et les gens qui étaient avec moi, c'est vrai que ça a amené un choc. C'est pour ça que j'ai appelé même le truc l'état de choc. Ouais, une bande de noirs qui sont ensemble et qui n'hésitent pas à prendre les choses et les renvoyer telles qu'on leur donne. Mais c'était pas un truc pour ceux qui marchaient avec nous, pour ceux qu'on côtoyait. C'est vrai que ça a été mon problème que j'ai vécu. Je l'ai vécu bras-le-corps parce qu'après tu passes pour un raciste, tu passes pour... tu vois, c'est les débuts, t'es là, t'es un peu... c'est du Malcolm X, tu vois, t'es là, t'es Fear of Black Planet, la planète des singes. Tu regardes les gens, tu fais, mais attends, il n'y a pas d'histoire de communautarisme, il y a l'histoire d'une communauté. Moi, je suis fier d'être d'une communauté noire, je suis un enfant d'immigrés, je suis un mec qui a grandi ici, mais j'ai une histoire. Et après, on nous a quand même tous parqués. Et j'ai vu partout où j'allais, dans toutes les banlieues, même en dehors de la France, en Europe, que quand tu étais noir, c'était un peu bizarre des fois, les trucs qu'ils te faisaient. Si tu arrivais avec un copain blanc, ils n'avaient pas le même concept. Donc je les dénonçais, et je m'en fous. Ceux qui ne sont pas contents, je les ai dénoncés. Et puis il y avait aussi un truc qu'on parle peu, c'est qu'à l'époque, quand tu étais b-boy, et que tu te faisais quand même courser pour aller dans des soirées par des skins. Parce que tu étais noir et que tu allais danser pour retrouver tes potes blancs, black, beurre, tout ce que tu veux. C'est quoi? Et tu étais en France. Et juste parce que c'était ça. Je suis africain. Africain, bah, casse-toi alors. Allez, casse-toi. Casse-toi quoi? Casse-toi, sinon? Ça correspond à une époque où maintenant c'est PSG, maintenant c'est les hooligans. Ouais, on les a subis nous aussi. Et heureusement qu'il y avait voilà, toutes les grosses familles de 200 et que tout le monde s'est rassemblé et qu'il y a eu un mouvement pour arrêter leur délire. Parce qu'on venait plus faire la fête, on venait... tu vas à Paris, tu sais pas si tu vas te taper, donc tu as déjà les flics. T'as les Parisiens que s'ils aiment pas ta gueule et que tu fais chier, tu vas vivre une petite ambiance. Et en plus, t'as les skins. Wow! Ouais, les copains. Mais ça t'empêche pas à l'époque quand même de te déplacer Ça m'empêche pas de me déplacer, on était de partout. En plus, moi, c'était un peu particulier. J'étais avec des mecs du 78, donc des mecs de trap et bon. Donc c'était une ambiance, j'étais un peu avec hauteur et je vais aller rejoindre des potes de partout. Hein. Tu vois? Parce que c'est un mouvement. Donc ouais, c'est relou. C'est relou mais on le vit encore ça, ce truc-là aujourd'hui. D'une autre manière. Tu vois l'arrivée des migrants. Putain, les Renois.
tu vois, c'est encore un autre truc. Maintenant, c'est plus FN, c'est RN, Retour National ou Route Nationale. Je sais pas où on va nous emmener, mais bon, tu vois. Si on peut revenir un peu sur ton morceau Je veux du cash. Bah ouais, je veux du cash. Je veux du cash, c'est quoi l'univers que tu as essayé de construire avec ce morceau-là? C'est quoi l'inspiration de ce morceau? Des fois j'ai entendu, ouais, c'est le premier morceau gangsta, entre guillemets. Alors ouais, il y a deux trucs. Je veux du cash, je l'ai écrit parce que on commence à essayer de faire des shows et des spectacles avec nos tripes, les moyens du bord, essayer de construire des trucs. Puis on voit des types qui prennent de l'oseille et qui font pas plus que nous. Tu vois, dans des concerts et tout. On dit, mais attends, non, il faut payer là, faut payer. Donc je suis le premier à ouvrir ma grande gueule, parce que c'est comme ça qu'il faut le dire. Je dirais, il faut payer, je veux de l'oseille, je veux du cash. Et c'est un truc que j'avais écrit, parce que je veux du cash à la base. C'est aussi une polémique de l'époque. C'est que j'écris, on écrivait avec Doudou, Sully et tout, des fois on s'écrit des trucs. Et moi j'écris, je veux de l'argent, je veux du cash. Donc c'était déjà notre truc de dire qu'il faut nous payer pour qu'on s'achète des trucs, pour qu'on... Le matos, le truc, essayer, tu vois, de se populariser. On ne vient pas tout gratuit, toujours tout gratuit. Excuse-moi, c'était pas dans un délire, c'était pas du tout dans un délire capitaliste, je veux du cash. Capitalisme, le libéralisme, j'ai fait B, économie, donc je suis un capitaliste, moi, je suis un libéraliste, je suis tout ce que tu veux, je suis un iste, je suis un soloiste, je suis un multicodétaire, instrumentiste, tout ce que tu veux en iste, mais il faut qu'on soit sur la liste. Tu vois, il faut qu'on mange. Le khalis, le draham, l'argent, l'oseille, voilà, c'est ça que j'ai exprimé dans Je veux du cash. Et c'était un truc où tout le monde veut de l'oseille. Donc c'est vrai que moi, je me permets des fois de dire un truc qui peut des fois être tranchant. J'ai toujours été un peu comme ça pour mon époque. Après, je suis content que les nouvelles générations, moi aujourd'hui, il y a plein de mecs qui sont tranchants. Tu vois, s'ils sont inspirés de ce Gangsta West, maintenant, je les remercie. Et puis ça me fait kiffer. Moi, je me suis inspiré des Américains. Et puis je me suis inspiré de mes potes de ce qui me faisait vivre. J'ai construit avec ce qu'on avait. Hein. Je reviens vite fait en arrière là, pour reparler un tout petit peu de Rap Attitude, parce que je trouve que c'est vraiment quand même une période charnière, une compilation hyper importante, parce que vous êtes tous ceux qui sont sur cette compilation. Tout d'un coup, vous êtes visible et audible aux oreilles de tout le monde, parce que c'est la première compilation qui va être diffusée dans toute la France entière, dans tout l'Hexagone, à travers les FNAC. Il y a pas mal de gens qui arriveront à être connus et donc à être signés après en maison de disques, qui vont développer des carrières. Moi, je repense notamment, pour ceux qui resteront des années après encore présents sur l'album, à NTM, même à Assassin. Il y en a plein d'autres qui réussiront peut-être, entre guillemets, moins bien ou qui dureront moins longtemps. Toi, tu penses que c'est dû à quoi tout ça? Ouais, il y a deux trucs. Tu as Rap Attitude, la compile, et les carrières de ceux qui sont dans Rap Attitude. Moi, je suis le mec qui arrive et j'ai déjà fait Nous vivons tous sur Earthquake. Je fais Dangereux sur Rap Attitude. Je réussis à signer sur BMG. Et à un moment donné, moi je casse mon contrat quand tout le monde continue à faire des disques en maison de disques. Donc je fais partie des mecs qui... C'est un peu étrange parce que je connais le côté pile. Show business et maison de disques, donc tu dois, et la réussite, tu vois, de ce que ça nécessite et ça impose. Et puis le côté, tu sors de là, t'es plus en maison de disques, t'as échoué, mais t'es toujours là, comment tu fais? Parce que moi après, je fais un peu comme Assassin, je deviens indépendant, ce que j'étais déjà. Donc ce qui fait que j'ai toujours eu une espèce d'image où on comprenait pas bien. Moi, je l'ai toujours expliqué, mais il y en a, ils n'ont pas voulu accepter parce qu'ils se sont basés sur la télévision et l'impact médiatique. Moi, je l'ai toujours dit, moi. Ils m'ont rendu service. Je l'ai toujours dit, je ne me suis jamais caché. Moi, signé en maison de disque,
Je voulais juste faire un disque et continuer à faire des concerts et des trucs, tu vois. Par contre, ceux qui étaient en maison de disques et qui ont eu la chance de, tu vois, d'être diffusés et d'être diffusables et de faire des carrières, on n'a rien à leur reprocher. Parce qu'ils font partie de mecs que j'ai connus, ils se sont battus. Parce qu'à un moment donné, le rap français, puis personne n'en voulait. C'est peut-être le truc que certains ils peuvent pas dire parce qu'ils sont pas dans ma position. Je suis pas disque d'or, ouais. C'est ça, si c'est ça le truc, ouais. Bah ouais. Mais par contre, faire des disques et avoir appris un peu le truc, comment ça fonctionnait. Ouais, c'était cool pour moi. Puis d'ailleurs, on va pas se mentir. Après moi, il y a d'autres artistes qui signent en maison de disques et les mecs de maison de disques, des patrons de maison de disques, qui viennent me voir en me disant ouais alors j'ai rencontré un rappeur, je veux signer ça. Moi je donne pas de nom, moi ça m'intéresse pas, je m'en fous moi de ça. Parce que c'est bah ouais, tout ce qui vient derrière, bien sûr que tu sois Polygram, Sony, Universal. On se connaît. Mais ils viennent te voir pour te demander ton avis, c'est ça? Bien sûr. Ça me faisait écouter des trucs, ça me demandait mon avis. Je leur disais, mais c'est bien mon frère, c'est là, il faut signer, c'est la nouvelle génération, faut pousser les gars. C'est nous, comme aux États-Unis, il y a des trucs, tu vois. Je crois qu'ils n'ont pas, en France, c'est ça qui nous a un petit peu... Bon, pas à son nom, à Patrick Coléoni qui m'a permis, moi, par exemple, de faire Controverse et de sortir des trucs. J'ai eu, moi, toujours des deals. Mais t'avais pas comme Dre, il a pu avoir un Jimmy Iovine qui avait une Interscope qui permettait à n'importe quel type de pouvoir se produire en indépendant et d'arriver, d'avoir un public. Aujourd'hui, tu as les médias qui te permettent ça avec Internet. Tu crées ton buzz, tu as ton truc, téléchargement, voilà, c'est bon. Mais avant, non. Donc, tu vois, les groupes de l'époque qui font partie de ma génération, putain, il fallait faire les albums, il fallait tourner, il fallait les défendre, il fallait arriver devant, comme là on est là, devant des journalistes. Il fallait se prendre des ambiances, des fois c'est pas les sons comme ils auraient voulu qu'ils soient mixés et qu'ils sortent. Moi je sais plein de trucs, je vois, tu vois. Mais par contre les mecs ils ont tous fait quelque chose. Ça on peut pas leur enlever. Sans tous groupes, il y aurait rien, personne rapperait, tout le monde serait tout à fait normal et on serait dans un autre délire. Moi j'ai envie de te parler de ton album La Rue Elvise, que certains dans l'équipe So Fresh classent parmi les 3 meilleurs albums de rap français. C'est un album avec des sonorités très jazzy. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce qu'on trouvait que justement que c'était un album assez subtil, avec une sonorité hyper bien travaillée pour le coup. La Rue Elvise, c'est un album qui montre aussi que... Tu vois, moi j'ai rappé, tout ça, mais j'ai été un peu au conservatoire, j'ai tâté un peu de piano, tu vois. J'ai toujours eu une petite ambiance de musique dans ma tête, tu vois. La musique, j'aime beaucoup. Donc c'est vrai que, ouais, on va dire quoi? On va dire que La Rue Elvise, c'est mon album le plus musical fait avec Mitch Olivier. Aussi, tu vois. Parce que tu fais pas des albums tout seul. Tu fais aussi des albums avec des gens. Et c'est aussi ça qui est important. C'est que c'est un album où je me suis lâché, j'ai pu expérimenter. À l'époque où on faisait beaucoup d'expériences, mais qu'on n'avait pas droit à l'erreur. Donc moi, comme je savais que ça commençait à me fatiguer, que je voulais évoluer dans un truc, tu vois. J'écoutais du Gangstar, j'écoutais du Brand New Heavies, j'allais à Londres, j'allais en Belgique, j'allais en Allemagne, je revenais. Tu vois, la musique, quoi. Tu vois, aujourd'hui, tu vois les groupes d'aujourd'hui qui font des albums piano-voix. C'est La Rue Elvise. C'est ça c'est l'esprit d'avoir... je dis pas qu'eux font La Rue Elvise, hein, mais La Rue Elvise, c'est le principe de ça. C'est se confronter à un monde musical
avec d'autres styles de code, mais avec un amour de la musique qu'on a. Et pouvoir rejouer avec des instruments et garder cette base un peu hip-hop, tu vois. Parce que moi je voulais de la programmation et j'ai mis des pianistes, des batteurs, des guitaristes. C'était un album, l'album je l'ai programmé avec un guitariste qui s'appelait Leto, qui avait un groupe qui s'appelait Les Éponges. J'étais parti à LA à l'époque, tu vois, c'est un peu invraisemblable. Et après, il y a d'autres gens qui ont participé à l'album, dont Philippe, tu vois, Def P, il est parti d'ailleurs, tu vois, c'était un programmateur et tout, il était super bien, Didier et tout, programmait donc j'avais fait Jamie avec lui. Et c'est un album où j'ai pu faire venir Marquito, Philippe Drey, tu vois, des gros batteurs, des mecs après qui sont des pointures dans la chanson française. Bernard Paganotti, tu vois, qui était venu sur Je veux du cash. Donc c'était des mecs comme ça, tu sais, qui venaient, qui comprenaient un peu mon délire. Et je leur disais, vas-y, joue une petite séquence là. Mets-toi là. Fait groover la basse, donc on leur faisait écouter un peu les progs. Et soit ils remettaient des lignes de basse ou tu vois. Et des fois on leur disait non, là je te mets une plage. On a pensé que improvise, fais un petit peu, je te donne un peu des repères de manière à ce que ça soit un peu calé. Et puis il y avait des trucs qui étaient voulus comme ça aussi. J'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui te caractérise. C'est ce que tu viens de dire, ce besoin de te confronter à des codes musicaux différents, d'être hyper ouvert musicalement. On le voit dans certaines collaborations que tu fais avec par exemple la Funk Mob, avec Bob Sinclair. Ouais, on le voit aussi après quand tu vas aller vers le rock, aussi avec No One Is Innocent. Mais aussi j'ai aussi un truc, c'est peut-être ça qui caractérise, c'est que Je veux du cash. C'est vrai, on m'a toujours dit que j'étais un peu Los Angeles, West Side, tu vois. Ouais, donc t'as le côté rock californien, que j'aime beaucoup, et ce côté funk, tu vois. Et moi je voulais avoir cet esprit dans la Rue Elbise. Donc tu avais pas mal d'univers que j'avais déjà, j'étais assez fan aussi du travail de Dre, hein, et de tout ce qui se faisait en West Coast, DJ Quake et tout ça. Et j'écoutais beaucoup de funk aussi moi à la base. Donc j'avais ce côté mettre des instruments, tu vois, des mélodies, des trucs, tu vois. Il y a des chœurs, tu vois, c'est pas un album juste basse, batterie et un peu new-yorkais, parce que c'est ça la base du hip-hop, c'est une basse, batterie et puis un microphone et t'y vas, tu vois, avec un DJ. Un boom bap quoi, tu vois, c'est ça. C'est la base, c'est pour ça qu'aujourd'hui t'as tout ce carcan aussi qui fonctionne bien, tu vois. Si on peut venir sur un autre aspect de ta personnalité, à un moment donné, la musique, je pense que ça ne te suffit pas pour manger. Alors, il y a pas... C'est en partie vrai et en partie faux. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, quand j'arrête la musique, parce que je me suis mis à travailler très tard, quand j'arrête la musique, bon, je me mets toujours un peu... je me dis... j'ai envie quand même de faire un truc, tu vois. Donc je rentre dans l'animation. Et c'est l'animation qui me fait un peu décaler encore plus ce besoin de faire de la musique, mais de comprendre le truc à l'envers. Donc tu taffes. Et c'est vrai qu'avant d'être dans l'animation, j'étais aussi dans la logistique. Donc j'ai toujours un peu travaillé, tu vois. Préparation de commandes, trucs, machin. Ouais, bah ouais. Des fois, à un moment donné, nous, je suis un mec de quartier, gros. À un moment donné, quand t'as pas l'argent, tout de suite, tu vois, les maisons de disques, j'écris Je veux du cash, chèque, 1000 chèques, on m'avait attaqué. Parce que les mecs, ils te donnent des chèques, t'as 15 jours d'encaissement. Mais comment tu fais? Je pense que, dis-moi si je me trompe, mais en étant animateur, t'es encore dans quelque chose, t'es dans le partage encore. Bah c'est ça en fait. Et je sais que t'as un moteur, je t'ai vu à l'œuvre, je sais que t'as un moteur, même si tu dis que t'as arrêté,
j'ai l'impression que tu es encore un moteur pour réunir, rassembler les gens et même lancer les gens. Bah alors attends, il y a deux choses. Il y a hip-hop, tu l'es et tu le restes, tu vois. Donc moi, si on me demande, je suis le poteau, je viens, j'impulse des trucs. Après, il ne faut pas que ça soit moi qui porte tous les projets. Donc j'aide et je permets à des gens de s'épanouir et de faire. Et vas-y, on donne la force, tu vois. Il y en a, ils ne donnent pas la force. Mais pourtant, c'est un mouvement de partage. Donc, ouais, j'ai participé à des trucs pour aider des gens. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est qu'ils aient compris ça pour tous. On doit poser nos pierres à l'édifice et le partage. C'est ça qui nous mènera en haut. Le reste. On t'a moins entendu ces derniers temps. Pourquoi ce retour au devant de la scène? Non, Alors, souvent on me dit, on m'entend. J'ai jamais vraiment réellement arrêté. Mais sauf que j'ai toujours été un peu le mec, ah c'est bon les mecs, vous n'allez pas toujours moi me mettre en avant l'élément dangereux, le renégat. On est ensemble et je participe à des projets. Maintenant là, c'est vrai que le projet en l'occurrence là que je porte, qui est avec un collectif de musiciens, tu vois, qui est chic et pas cher, expérience. C'est un projet live, donc ouais, c'est mon côté californien un peu rock'n'roll, punk et tout, tu vois, qui est là, donc on pulse, on a un petit collectif où il y a pas mal de MC qui viennent, hein, Little P, Diane, Roro, King Sirocco et d'autres. On avait fait pas mal de trucs, Medouze, compagnie, tu vois. Là-dessus, t'as à la fois un atelier et puis une bande de potes qui jouent un petit peu sur scène. C'est vrai que ce projet, je l'amorce un peu dans le sens où c'était pas prévu comme ça. J'ai fait les pointes, parce qu'on avait fait le bar Fada, je me rappelle. Et Aurélien du Festival sur les Pointes, il a voulu que tu vois, la formation serrée pour qu'on fasse ça sur les Pointes, tu vois. Et c'était un peu le principe de cette histoire, quoi. Et ça avait démarré, le collectif, il avait démarré pour un projet qui s'appelle Murmure à Vitry. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, je viens pour un projet, mais des fois il peut émerger parce que les gens ils ont envie de s'investir plus et qu'on a trouvé un peu de temps dans nos plannings, tu vois. Donc ouais, je vais essayer de terminer ça. Donc on fait 2-3 concerts live, essayer d'aboutir peut-être un petit EP et après il y a un album avec le collectif, tu vois, d'autres MC qui va se greffer, ouais. Donc derrière tout ça, il y a le projet du retour en studio. Donc. Je suis toujours un peu avec des potes en studio de toute façon, donc si je suis pas en train d'écouter un son ou de taper, ouais, mais j'ai enregistré des titres, ouais il est vrai, et puis bon, je vais essayer de finaliser vraiment un truc pour de vrai, tu vois. Tant que je ne l'ai pas lancé réellement, là maintenant avec les nouveaux outils, je suis déjà sur Artificier. J'ai d'autres trucs qui arrivent. C'est vrai que demain, on a l'hommage à ASRock. Donc je suis Montreuil-Île. Voilà, on est un peu sur des projets, sur des trucs. Il y a Hip Hop Source où je viendrai officier aussi, tu vois. Et ouais, vu qu'on me demande, je pense que je vais préparer une sorte donc peut-être un best-of avec quelques inédits. Il y a une chose dont on n'a pas parlé et qui est super importante, je pense, c'est EJM et l'émission Dynasty sur Radio Nova. Alors c'est vrai, alors Dynasty, c'est vrai que j'ai refait après parce que les émissions de Dynasty quand on était sur Radio Nova, moi je suis un enfant de la sono mondiale, tout le monde le sait. Nova c'était la première radio où
qui m'a permis d'aller où on allait rapper, et paix à son âme, tu vois. À Jacques Massadian, et voilà, tu vois, et bisous, tu vois. Parce que c'était des types qui nous ont permis de venir, et puis cracher notre venin et tout. C'est pour ça que je te disais, tu rencontrais aussi, il y a le Dynasty, mais il y avait c'était Nova. Parce que sur Nova, tu avais Rémi aussi, paix à son âme aussi, et qui nous permettait de venir. Bintou, c'est avec Bintou aussi que je venais de temps en temps, on se faisait des émissions avec Poupa et tout, tu vois, le Nova Mix, on a kiffé. Et Dynasty, c'était notre émission B-Boy. Quand tu pouvais après venir aux sessions freestyle, Dynasty, et puis ils enregistraient, tu réécoutais un peu ce que tu avais fait et qui passait. C'est là que tu disais, il faut que je travaille, il faut que je sois le meilleur. J'adorais la compète. Mais pas pour niquer les gens, pour niquer le jeu. T'as conscience qu'à cette époque, t'étais un peu le ghetto superstar avant même la sortie des Skulls, quoi. Bah en fait, pour moi, la star, c'était de ma génération. C'était Solo, King Solo, c'était eux, tu vois. Après, les Assassins NTM, c'est 93 NTM, 93 MC. Donc tu avais déjà des trucs, tu avais Johnny Go Destroyman qui étaient les premiers qui avaient signé sur Barclay. Moi, par contre, j'ai compris un truc quand j'ai été fer de lance d'un mouvement de banlieue. Et francilien. Et après, comme j'avais des potes que je me suis fait en Suisse, en Belgique, en Allemagne et tout, ben partout où j'allais, c'était EGM. Donc après, les mecs ils me regardaient genre ouais, t'es une star. Mais non, c'est qu'on s'est battu partout. Quand à un moment donné ici, moi je trouvais qu'on n'allait pas assez vite, je suis allé à Londres, je suis allé en Belgique, je suis allé en Suisse, je suis allé en Allemagne pour faire des concerts. Pour rapper dans les taubois, pour danser, pour voir c'est quoi le mouvement ailleurs. Et je suis revenu ici. Parce que pendant que tu t'amuses là-bas, les mecs ici, ils lâchent pas le terre-terre. Hein. Faut être speed. Et là, par rapport au concert de ce soir, du coup, tu as des attentes particulières. Je sais que tu t'es reproduit il n'y a pas longtemps au Sub. Alors ouais, on a fait une captation au Sub. Il y a eu aussi, comme je t'ai dit, Festival sur les Pointes. Là, ce soir, c'est vraiment un truc aussi très familial parce que c'est des types avec qui j'ai grandi. Bachir, c'est mon pote d'enfance. Chérif, il me connaît depuis longtemps. C'est la famille. J'étais comme ça. Donc, on est dans un truc où eux, ils m'ont... c'est important. J'ai été dans une ville où j'ai chanté... ce soir, ça va être très intimiste, mais si on doit le donner, on va le donner. Après, il y a les contraintes du voisinage, mais... Mais malgré le fait que tu sois en famille, est-ce que tu as quand même une sorte d'appréhension quand même par rapport à ce soir? Parce que du coup, tu reviens quand même sur scène. On a toujours un peu les fois. Mais en fait, moi, j'aime ça. Alors il y en a, ils disent c'est un fêlé, donc c'est pour ça que j'ai fait fêlé sur Time Bomb. Moi je suis un peu un fêlé, je suis sur le fil toujours. Tant que, et surtout maintenant, tu vois, pour tous ceux que j'ai perdus, tous les homeboys qu'on a perdus, je fais plus de cinéma. Il y a plein de gens qui m'ont dit arrête poto, t'as la flamme, continue, style hip-hop, représente jusqu'à ce que toi tu sentes que t'as plus envie de le faire. Tant que les gens, alors vas-y, je le fais et je pousse. Mais ouais, c'est clair que ça va faire drôle, comme d'habitude. Mais c'est marrant. Bah, bon concert. Bah ouais, on est là. Hein. Si represent. Merci la famille. Voilà, c'était le premier podcast produit par SoFresh et en collaboration avec Netfeeders. Merci à vous pour l'écoute et n'hésitez pas à nous faire des retours sur ce que vous en avez pensé. Dans les prochains numéros, on vous fera découvrir d'autres acteurs de cette culture, des gens connus et d'autres un peu moins. Si vous voulez nous soutenir dans ce projet, c'est très simple. Il vous suffit de mettre des likes, des commentaires et surtout de partager notre podcast sur les réseaux. À très bientôt et comme le dit toujours Somi, la culture, c'est comme la musique,
Ça se partage. Peace.